Vous nous captez depuis Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Bonsoir madame, bonsoir messieurs, bienvenue à la grande session d'information sur nos antennes. Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, félicite la Commission électorale nationale indépendante et la Cour constitutionnelle par rapport à leur travail au traitement des candidatures pour les élections présidentielles, législatives et provinciales de décembre 2023. Honorables députés, chers collègues, permettez-moi de m'acquitter d'un agréable devoir républicain. Ce devoir consiste à adresser au nom de la représentation nationale nos vives et sincères félicitations à deux institutions majeures de notre pays. La Commission électorale nationale indépendante, la CENI en sigle et la Cour constitutionnelle. Conformément à la Constitution, ces deux institutions ont respectivement en charge l'organisation du processus électoral pour la première et le contentieux des élections présidentielles et législatives nationales pour la seconde. C'est dire qu'ils ont un rôle fondamental dans la consolidation de notre jeune démocratie et la préservation des acquis engagés dans ce domaine. Honorables députés, chers collègues, le professionnalisme et la dextérité avec lesquels ces deux institutions ont fait preuve dans le cadre du processus électoral en cours, particulièrement en ce qui concerne le traitement de candidatures aux dites élections, a forcé notre admiration et notre fierté en tant que dignes filles et fils du pays. Elles ont démontré leur détermination à accomplir pleinement leur mandat dans la totale indépendance et sans compromission aucune, contrairement à ce qu'ont affirmé les pécheurs en eau trouble et prophètes de malheur, d'ici ou d'ailleurs. Les deux institutions précitées ont réellement assuré l'effectivité de l'intégrité et de l'inclusivité du processus électoral. Restons toujours à l'Assemblée nationale. Députés nationaux honoraires de 2011, chez Mbosso Kodia Christophe, ils ont apporté un seul message, leur soutien pour le second mandat de Félix Antoine Tshisekedi. Je vous l'aime pour les reportages. Le député honoraire de 2011 apporte leur soutien à Félix Tshisekedi. Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, a conféré ce jeudi 2 novembre 2023 à son cabinet du Palais du Peuple avec le collectif des députés de la législature 2011-2018. Au menu de cette entrevue avec le speaker de la Chambre basse du Parlement, les députés nationaux honoraires, membres de l'Union sacrée de la nation, apportent leur soutien au second mandat de l'actuel chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. À l'issue de ces échanges, le porte-parole des députés honoraires de la deuxième législature de 2011 à 2018, Jason Louyeye, s'est exprimé en ces termes. Et nous avons saisi l'opportunité aujourd'hui de venir voir notre président, le président de l'Assemblée nationale, pour lui transmettre le message qui est le nôtre par rapport à la bonne politique de notre pays actuellement. Notre pays s'engage dans un processus électoral qui va aller de la présidentielle jusqu'aux élections communales. Nous sommes venus avec un message de soutien au président de la République. Nous avons estimé transmettre ce message par le biais du président de l'Assemblée nationale afin qu'il transmette notre soutien au chef de l'État qui a besoin d'un deuxième mandat afin qu'il puisse continuer à engager la République de la manière dont il a commencé à engager le pays dans la voie de sa refondation. Le pays est en train de sortir du bourbier, le pays est en train d'avancer. Et nous, les députés honoraires, nous avons trouvé utile que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, mérite le soutien des élus que nous sommes. Il est vrai que nous ne sommes pas en fonction, mais nous sommes une sensibilité politique importante qui doit agir sur le terrain afin que l'Union sacrée puisse gagner ces élections de la base au sommet.
Pendant ce temps, le chef du gouvernement Jean-Michel Samba Lukonde a inauguré le nouveau bâtiment du premier data center national pour améliorer les performances financières et doter les pays des outils de gestion et de conservation de données à la pointe de la technologie. Images et commentaires. Situé sur l'avenue Colonel Mpia, au quartier Makampan, dans la commune de Ngalema, Kinshasa, l'ouvrage inauguré ces jours est un bâtiment sécurisé abritant différents équipements électroniques, dont des ordinateurs, des systèmes de stockage, des serveurs et des équipements de télécommunications. Des équipements destinés à exécuter des applications qui traitent de données essentielles au fonctionnement d'une société. En quoi le Premier ministre, lors de son discours inaugural, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris l'initiative d'un plan national du numérique en 2019. Ce plan est axé sur 4 piliers stratégiques, notamment les infrastructures, les contenus, les usages applicatifs ainsi que la gouvernance et régulation. Il porte la stratégie de développement numérique à l'horizon 2025 avec un accent particulier sur la mise en place de la modernisation des infrastructures telles que c'est le cas aujourd'hui. La matérialisation de cette vision contribue significativement à l'accroissement de la capacité de notre pays dans sa transformation numérique, se traduisant par la circulation des informations, l'économie de la donnée, l'économie de la connaissance, la transparence et la traçabilité, ainsi que l'interopérabilité des systèmes d'information. Le Premier ministre Jean-Michel Samba Lukonde a enfin appelé les usagers de ces centres à en faire bon usage. Il s'y est de relever que le lancement de ce premier data center marque une étape cruciale de la construction et de modernisation des maisons de finances comportant 3 data centers. Cette infrastructure répond avec des capacités intégrées au gouvernement congolais par le biais de son ministère des Finances et de régie financière, l'interconnexion, la couverture cellulaire et le développement des plateformes logicielles. Pour rappel, ce projet a vu le jour à la faveur d'un contrat initialement signé en décembre 2017 et amendé en 2020 entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et la société Huawei Technologies en vue de moderniser le système d'informatisation du ministère des Finances dans une perspective d'accroissement substantiel de recettes. Ce centre de données contient 54 serveurs d'une capacité physique totale équivalent à 1278 téraoctets, 50 pinets avec capacité de communication de cœur de 100 gigabytes par seconde et communication d'accès des réseaux de 10 gigabytes par seconde, ce qui permet donc un débit et une fiabilité très élevée. Une médaille d'or attribuée au Premier ministre Jean-Michel Samba Lukonde suite à l'organisation avec succès du 9e jeu de la francophonie par le gouvernement. Je vous l'invite pour les commentaires. La dernière médaille d'or de 9e jeu de la francophonie a été attribuée mercredi 1er novembre 2023 au Premier ministre de la République démocratique du Congo, Jean-Michel Samba Lukonde. Cette récompense ultime a été remise par la directrice du Comité international des jeux de la francophonie, Madame Zéina Mina, et le directeur national du Comité national des jeux de la francophonie, Isidore Kwanja. Les 2 responsables des jeux ont, par ces gestes, voulu témoigner leur reconnaissance au chef du gouvernement congolais pour son implication sans faille dans l'organisation et surtout la réussite des Jeux de Kinshasa. Cette surprise est survenue au cours de l'audience que le Premier ministre Samba Lukonde a accordé à la délégation de l'Organisation internationale de la francophonie en mission d'audit auprès du Comité national des Jeux de la francophonie sur le budget opérationnel des Jeux. Ce budget concerne le 20 millions de dollars consacrés à la restauration, à la sécurité et à la santé. La mission a exprimé sa satisfaction sur la manière dont les opérations ont été conduites. Cette mission conduite par la directrice du Comité international des Jeux de la francophonie comprend aussi en son sein un expert du ministère français des Finances. Donc on venait pour remercier le Premier ministre pour avoir organisé les Jeux de la francophonie. Et j'avais une médaille en or à lui remettre parce que ce jeu était un succès et donc c'est ça que nous avons fait. Il était très content, d'autant plus qu'on a travaillé avec lui pendant tout ce temps dans l'organisation du 9e jeu de la francophonie. Et on était en train de revivre tous les événements qu'on a vécu tous ensemble et que cela se soit bien passé. C'était vraiment une joie pour nous tous. La République démocratique du Congo a organisé avec succès du 28 juillet au 6 août 2023 le 9e jeu de la francophonie à Kinshasa, la capitale. Plusieurs pays de l'espace francophone ont participé à cette compétition.
Le vice-premier ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, a discuté avec une délégation de la Banque mondiale sur un projet de transformation numérique de l'RDC. Un reportage de Bérénice Balinga rendu par Naomi Benza. La Banque mondiale est en train de développer un projet pour la transformation numérique de la République démocratique du Congo. L'objectif est non seulement de développer les compétences numériques dans le pays, mais aussi, surtout, de permettre aux Congolais d'avoir plus d'accès aux services liés à ces domaines. Les modalités pratiques de la mise en œuvre de ces projets est fait l'objet des échanges ce jeudi 2 novembre 2023 à Kinshasa entre le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi Konkonde et une délégation de la Banque mondiale. La Banque mondiale prépare en ce moment un projet pour la transformation numérique de la RDC. C'est un projet qui regarde plusieurs volets pour voir comment en fait, appuyer l'accélération de la transformation digitale dans le pays. Le projet verse sur des questions de l'accès à la large bande, mais puis aussi qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que les citoyens puissent avoir davantage l'accès aux services numériques. Et puis aussi un troisième volet sur les compétences numériques. Alors, on était avec son Excellence le ministre de l'Intérieur pour discuter sur le projet, les priorités du gouvernement et puis comment faire la coordination entre les activités qui sont déjà en cours et celles qui sont proposées dans le projet. Il a également indiqué qu'il s'agit pour l'instant de coordonner un certain nombre d'approches et de permettre d'accord sur quelques spécificités en vue de la mise en œuvre du dit projet. Nous sommes sur la phase de préparation du projet. On compte amener ce projet au moins de la part de la Banque mondiale à notre conseil d'administration pendant l'année 2024 jusqu'à juin. Nous sommes sur le point de se mettre d'accord sur les activités du projet et puis les résultats attendus. Le coût global de ces projets s'élève à près de 500 millions de dollars américains. La Banque mondiale et d'après la directrice sectorielle pour le numérique apporte 400 millions de dollars tandis que l'Agence française de développement attribue un montant global de 5 millions de dollars américains. Le ministre de la Communication et Médias et porte-parole du gouvernement et celui de la Santé ont co-animé le jeudi 2 novembre dernier en briefing presse autour de réformes engagées dans le secteur de la santé en RDC. Reportage de Gilles Boulembe Couparbola. D'emblée, le ministre de la Santé, le docteur Roger Kamba, a fait d'un état obscur dans le secteur de la santé en République démocratique du Congo avant l'arrivée de Félix Tshisekedi. Quand le président de la République est arrivé, il a trouvé un pays où la santé avait été abandonnée. On n'a jamais construit un hôpital public depuis l'indépendance. Nous avons trouvé un pays où, malheureusement, le niveau d'enseignement de la santé le plus bas qu'on pouvait avoir depuis notre indépendance. Nous avons trouvé un pays avec beaucoup d'épidémies et mal géré. Donc la gestion était incompétente dans un désordre le plus total, a indiqué le ministre de la Santé publique. À côté de ces bilans sombres, le ministre a démontré les avancées et bilans réalisés sous le leadership du président Félix Tshisekedi. En termes de bilan, le ministre a circonscrit les réalisations faites dans le secteur de la santé, à savoir des réalisations matérielles et immatérielles. Le président a fait des réalisations en santé de manière matérielle et de manière immatérielle, c'est-à-dire ce que vous ne palpez pas et ce que vous palpez, mais c'est des réalisations importantes. En ce qui concerne les réalisations immatérielles, nous avons la victoire contre le virus Ebola. Le coronavirus, dont la RDC figure parmi les pays ayant enregistré moins de cas de décès, a y ajouté la montée en puissance de la RDC en termes de nombre de vaccinations d'enfants qui est passé de 32% à 52% et qui fait de la République démocratique du Congo le premier pays avec un nombre élevé d'enfants vaccinés. Le président de la République a ordonné que l'on rachète nos vaccins et que l'on vaccine nos enfants de la rougeole, de la poliomyélite, et donc nous augmentons de 20% le nombre de vaccinations en une année, a-t-il indiqué. En termes de réalisation immatérielle, dans l'actif du bilan de Félix Tshisekedi dans le secteur de la santé, plusieurs édifices sanitaires ont poussé et d'autres rénovés. Mamaïmo à Kinshasa, l'hôpital Mouya Mbushimai, l'hôpital Sendo à Lubumbashi, plus de 1000 centres de santé, dont certains en pleine finition, construits, bien équipés, dans le cadre du programme de développement de 145 territoires, a ajouté le ministre de la Santé.
Poursuivons ces journaux par cette information. L'Union sacrée de la nation est accusée d'être derrière la justice pour influencer négativement le jugement sur Salomon Kalonda. Face à cette accusation, Maître Bazin Pembe, membre de l'Union sacrée, a réagi au micro de Christian Nzangambe et Freddy Soumaïli. L'Union sacrée n'est pas une juridiction judiciaire. L'Union sacrée n'est pas un ministère public qui a le rôle de rechercher les infractions. L'Union sacrée est concentrée pour la réélection du président de la République, Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi. M. Salomon est derrière les barreaux pour des faits infractionnels mis à sa charge. Il n'a qu'à répondre et préparer sa défense. Pourquoi tout mettre dans les dos de l'Union sacrée? Les gens doivent apprendre à faire la différence entre un état de droit. Dans un état de droit, l'état de droit n'a pas de passion. L'état des droits n'a pas des humains. L'état des droits, c'est l'application de la loi. Lorsque vous violez la loi, attendez-vous au châtiment du juge, au châtiment de la loi. Salomon est assisté par un peloton de conseils. Il y a le ministère public qui est en train de le poursuivre, l'auditeur qui est en train de le poursuivre pour des faits mis à sa charge. Ses droits de la défense sont respectés. Lorsqu'il est souffrant, il cherche à aller à l'hôpital, il consulte son médecin librement. Et c'est ça l'état de droit sous Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi. Donc consommons ça comme tel. Ne mettons pas la politique à l'intérieur. Ça ne sert à rien de coller l'Union sacrée, quelque chose que l'Union sacrée ne connaît pas. Pris par le bien-être de la population de sa circonscription électorale de candidats à la députation, les candidats à la députation nationale de la circonscription de Moamba, Jean-Marie Kachama Wakachama, accompagné de son épouse, le jeudi 2 novembre à la commune de Limité, à son fief du quartier Forgeron, où il a recueilli le désidératon de ces derniers, en faisant par ailleurs dans l'eau de panne à ses fiefs électoraux. Bérénice Valenga et Rodul Wadio. L'infatigable candidat à la circonscription des Moamba pour la députation nationale, celui qu'on surnomme Maya Sika, Papa Social et Papa Solution, pour ses œuvres incontestables et incontestées, Jean-Marie Kachama Wakachama, accompagné de son épouse, ont poursuivi ce jeudi leur série de descentes au travers des différents fiefs de leur circonscription. Cette fois, ils étaient au quartier Funa, dans la commune d'Ilimété Forgeron. Sur place, dans un espace refoulant du monde, ce au cadre du parti ULBS a sensibilisé l'assistance sur le processus électoral et par la même occasion a invité ses futurs électeurs à se procurer des duplicats de leur carte d'électeur pour une victoire assurée de leur choix aux élections du 20 décembre. Et en bon père de famille, Jean-Marie Kachama Wakachama a apporté dans sa suite un lot important de pagnes de près d'1 millier qu'il a distribué à toute personne présente à cette matinée politique, hommes et femmes, lesquels placés sous les signes de la conquête prochain de tout Moamba. L'union fait la force. L'union est chaque jour. Parce que quand la commune a union, la commune a makasi, la commune a nini, la kosala. Pour créer un centre de formation. Un centre de formation, voilà, une expérience au Razan, tant que ça, le centre de formation. Il y a le charpentier, il y a le maçon, il y a auto-école. Et pour permettre à l'école, au lieu de faire les magasins à Balabala, il est prêt à travailler la semaine à reposer à la. Il faut noter qu'avant cela, Jean-Marie Kachama Wakachama était tout d'abord dans la commune d'Ingaba, en diagonale de l'arrêt maternité, à inspecter les travaux de construction d'un caniveau débuté en ce lieu avant de parachever sa course dans la commune de Kisasso au quartier Mission où il a également fait don d'un lot important de pagnes. Prenons cette fois-ci la direction de l'Est de la RDC. Le FARDC déployé à Kassenu, en territoire des Romo, pour sécuriser la frontière liquide entre la RDC et l'Ouganda, ont reçu une visite du commandant de la 3e zone de défense qui est en séjour dans la province de l'Utoré. Reportage de la presse militaire.
Faire un état des lieux de la stabilisation de la situation sécuritaire et nous imprégner des réalisations de l'administration militaire en province de l'Ituri en cette période de l'état de siège, tel a été l'objectif de notre démarche ce mardi 31 octobre 2023. Pour palper du doigt la réalité, nous avons quitté la ville de Bunia, le chef-lieu, en prenant la RN 27 pour atteindre le territoire d'Irumu à 60 km. Avant l'état de siège, faire cette route en toute sécurité et sans inquiétude était impossible. En terre battue, la route est quand même praticable, en 4x4 comme en voiture basse. Le long de la route, dans certains coins, l'on remarque des checkpoints avec des militaires qui assurent la sécurité. Pour une durée de 2 heures, notre premier stop au village Kaya, où l'on prend le temps de filmer ces enfants qui, grâce au retour de la paix, vont à l'école. Alors ici, nous sommes au village Kaya, en chefferie de Mobala. Nous sommes en route pour le territoire de Irumu. Et nous sommes déjà d'ailleurs dans le territoire de Irumu. L'afflux des élèves qui viennent de l'école, ces enfants, nous a attiré notre attention et c'est ce qui nous a poussé à stopper, à saluer les enfants. Ça nous permet de nous rendre compte qu'il y a la vie. En tout cas, grâce à l'état de siège, la sécurité est au rendez-vous. Nous poursuivons notre route et dès le pont Talolo, la route est désormais en bon état et nous roulons assez vite. Puis nous atteignons notre point de chute, le bureau territorial. Il est situé en face du commissariat territorial, non loin des résidences de l'administrateur du territoire et son adjoint. Juste à côté, un autre bâtiment administratif en construction grâce au programme PDL 145. Sur place, nous rencontrons dans le nouveau bâtiment réhabilité par le gouvernement provincial le chef de bureau James Tagirabo pour des civilités, puis Gilbert Erabo, secrétaire administratif, lui qui a vécu les atrocités d'avant état de siège. Depuis les incidents qui s'est produit ici, on avait fui quand l'ordonnance présidentielle proclama l'état de siège en 2021, nous sommes rentrés ici, il n'y avait rien. Gilbert Erabo va faire notre guide dans le quartier, d'abord devant ces tombes de 6 policiers enterrés au commissariat. Ils ont été tués ici même le 15 janvier 2020 lors d'une attaque perpétrée par la milice FPIC, Front Patriotique Intégrationniste du Congo. Ainsi, ces violences appartiennent au passé. Les bâtiments incendiés ont été réhabilités. Même le centre de santé Irumu n'est plus le même, grâce au PDL 145 qui... Toujours dans la même optique, le commandant de la 3e zone militaire a effectué une tournée d'inspection dans les territoires d'Irumu, question de s'assurer du bon fonctionnement des activités militaires dans cette partie de la République. Les forces armées de la République démocratique du Congo, déployées à Kasseni, chef-lieu du secteur des Bahema Sud en territoire d'Irumu, ont eu le privilège de recevoir une forte délégation conduite par les commandants de la 3e zone de défense, le lieutenant-général Mbangu Machita Marcel, en visite d'inspection et de commandement l'avant-midi de ce jeudi 2 octobre 2023, avant d'être reçu par M. André Takumara, chef de ce secteur, qui a soumis certaines recommandations à son hôte. Je rends et vibrant hommage au chef de l'État, commandant suprême, depuis son accession au pouvoir, ne milite que pour la paix, qui est donc son cheval de bataille, raison pour laquelle il a également dépêché le commandant 3e zone de défense de venir s'imprégner de la situation sécuritaire qui prévaut à l'Est, dont l'Ituri en particulier, et jusqu'à descendre même dans nos entités. Je m'en vais tout droit vous présenter la situation sécuritaire dans notre entité et aussi soumettre devant votre responsabilité certaines recommandations. Jadis, c'est toutes les positions qui étaient occupées par les militaires dans les FARDC et lors de l'intervention pour secourir un peu la sécurité au Nord Kivu. Donc, tous les militaires qui étaient dans ces zones ont été dégagés de ces positions et pour le moment, ce sont les miliciens qui occupent ces villages. Moi, en ma qualité de commandant de 3e zone de défense, pendant ce temps d'exception, il est demandé à ce que l'on puisse garder un contact étroit entre le gouverneur militaire et le commandant de 3e zone de défense. Effectivement, c'est pour palper du doigt la réalité, surtout en matière
de défense sécuritaire, avoir une idée claire qui va me permettre de partager avec mon collègue qui a la responsabilité de pouvoir établir la paix et la sécurité dans cette zone. De retour à Bunia, les commandants de la 3e zone de défense a participé à la réunion de débriefing aux côtés du gouverneur militaire. Le gouvernement provincial a également... Il est difficile de dire après la pluie vient le beau temps Kinshasa. Le constat fait après la pluie dans la ville de Kinshasa, certains quartiers sont inondés. Regardez. Ces feuilletons désolants constatés après la pluie sur les artères de Kinshasa ne cessent d'inquiéter plus d'un Kinois. C'est jeudi 2 novembre après la pluie qui s'est abattue dans la ville province de Kinshasa. Même scénario sur l'avenue Dodoma, rail de la commune de Kinshasa, similaire visible sur les avenues des Huileries, un environnement réputé pollué par des caniveaux bouchés, des déchets exposés sur la chaussée. Cette scène met en mal la bonne circulation des piétons, voire des véhicules. Encore une fois, les voix s'élèvent pour interpeller l'autorité urbaine pour une bonne politique d'assainissement des avenues, artères, communes et autres. Cette situation occasionne les augmentations de prix des courses des taxis et taxibus. Certains empruntent de routes secondaires pour éviter des inondations de cette pluie. C'est l'essentiel d'actualité sur nos antennes. À tous et à toutes, merci pour votre attention soutenue. Merci à l'équipe technique, à la rédaction française. Restez branchés au programme de Canal Télévision. Au revoir.